Les tendances de productions agricoles en Afrique de l'Ouest et au Sahel, annoncées en novembre 2015, se confirment. Les productions céréalières s'élèvent ainsi à près de 65 millions de tonnes pour la campagne 2015-2016, soit des hausses de 5 et 13%, respectivement par rapport à 2014-2015 et à la moyenne des 5 dernières années. Les productions de tubercules et de niébé, également en hausse, sont respectivement de 150 millions de tonnes et 5 600 000 tonnes. Ces chiffres ont été validés récemment à Paris où s'est tenue la réunion restreinte du RPCA, le réseau de prévention des crises alimentaires, à laquelle ont pris part 150 représentants de gouvernements sahéliens et ouest-africains, d'organisations de la société civile et du secteur privé, d'organisations intergouvernementales, de producteurs agricoles et de partenaires techniques et financiers. Dans certains pays, il y a eu de très grands efforts. Au niveau du Nigeria, vous connaissez tous que c'est notre grand grenier, le Nigeria. Il y a également de bonnes productions de ce niveau-là. Donc quand il y a de bonnes productions dans certains pays qui sont vraiment des pays de grande production, et même s'il y a des baisses dans certains pays, donc ça n'affecte pas en fait la production globale de façon générale. Mais nous tirons l'attention en fait au niveau des pays pour que ceux-là qui ont la grande production en fait ne restent pas sur les lauriers et sachent qu'en fait il faut gérer maintenant en fait l'après-production et autres là et comment faire en sorte que cet excès de production qui se trouve dans ces pays-là puisse venir vers les pays qui sont en déficit soit de 5%, de 7% et autres là. Ces chiffres cachent en effet des disparités. Des baisses de production sont enregistrées dans certains pays comme le Burkina Faso, la Guinée-Bissau et surtout le Tchad, où la baisse atteint 9%. De même, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle persiste et touche près de 7 millions de personnes, dont plus de 3 millions rien que dans le bassin du lac Tchad, où vivent de nombreuses personnes ayant fui les conflits en République centrafricaine, au Soudan et les exactions du groupe Boko Haram au Nigeria et dans les pays voisins, le Cameroun et le Tchad notamment. La situation elle est plus que grave du point de vue alimentaire. Et le Tchad est en train de faire un effort pour que cette zone-là, que ce déficit soit relevé. Et ce déficit est relevé à travers l'Office national de sécurité alimentaire où une vente subventionnée a été lancée récemment pour pouvoir pallier à ce déficit-là. La meilleure manière de faire face, c'est de mieux se préparer en termes de normes. Quand la situation s'améliore, quand on a la possibilité de produire plus, nous devions être en mesure de conserver les réserves en prévision des lendemains difficiles. L'idée, c'est d'améliorer la production alimentaire à travers les meilleures infrastructures et de meilleures politiques de marketing. Parfois, vous produisez suffisamment dans une zone et avoir une insécurité alimentaire dans une autre très proche. Donc, ce qui veut dire que la situation du marché doit être améliorée. En plus de l'insécurité dans le bassin du lac Tchad, l'agriculture ouest-africaine et sahélienne a non seulement subi légèrement les contre-coups de l'épidémie d'Ebola, mais aussi doit faire face au changement climatique. Bien que la région soit encore épargnée par le phénomène El Niño qui sévit en Afrique de l'Est et du Sud, la menace est réelle et les dirigeants sahéliens et ouest-africains doivent anticiper. Quand vous voyez les résultats qui ont été publiés en 2014, le changement climatique est une réalité et ça ne va pas s'arrêter. Nous devons nous adapter et c'est la raison pour laquelle toutes les technologies qui nous permettent de mieux nous adapter, nous devons vraiment les promouvoir et c'est ce que nous avons dit au niveau de l'agriculture intelligente face au changement climatique. Il faut promouvoir cela. Il n'y a pas d'autre choix. Vous savez qu'au Zimbabwe, où effectivement le phénomène a été très spectaculaire, j'ai vu une expérience avec l'ICRISAT, un centre international, qui a pu prévenir un peu les paysans et qui leur a permis justement de faire un changement au niveau de l'utilisation de certains matériels. Au lieu de promouvoir l'utilisation du maïs, on leur a amené à utiliser, comment on appelle, les légumineuses. Et ceux qui ont produit cela, ils ont récolté. Par contre, ceux qui ont fait le maïs n'ont pas récolté. La maîtrise de l'eau est fondamentale dans notre Sahel si on veut véritablement en fait, produire suffisamment. Nous devrons mettre à notre profit de nouvelles technologies, à notre profit, tel je viens de parler de l'irrigation d'appoint. Je pense qu'également l'irrigation de goutte à goutte également, je pense qu'en fait c'est quelque chose qui permet de l'économie d'eau. Et j'ai parlé également
des plus provoqués, qui aident aussi à compléter les fins de culture. Tout ça mis à bout, je pense qu'en fait, c'est des choses qui peuvent nous permettre d'améliorer conséquemment en fait, la production d'année en année. Et je pense que c'est des choses sur lesquelles on n'a pas lésiné. Il faut mettre les moyens là-dessus parce que ça coûte cher. En décembre 2015, lors de sa réunion annuelle à Dakar, le RPCA avait annoncé que quelques 8 millions de personnes étaient en insécurité alimentaire. Ce chiffre a baissé d'1 million entre décembre 2015 et avril 2016 grâce aux mesures d'atténuation qui ont été mises en œuvre. À Paris, le RPCA a salué ces efforts des États et leurs partenaires et les a encouragés à poursuivre leurs actions. Car en dépit des progrès, les projections révèlent que les populations vulnérables pourraient atteindre plus de 9 millions de personnes pendant la période de soudure en juin-août 2016. De même, la situation nutritionnelle demeure préoccupante dans certaines régions du Burkina Faso, du Mali, de la Mauritanie, du Niger, du Nigeria, du Sénégal et du Tchad. Environ 6 millions d'enfants de moins de 5 ans risquent en effet de souffrir de malnutrition aiguë en 2016, dont près de 2 millions dans sa forme sévère si des remèdes appropriés ne sont pas apportés. Donc cela veut dire qu'en dépit des efforts, nous encourageons les États à poursuivre parce qu'il y a quand même tout ce risque-là qui est là. Sans oublier du côté pastoral, là également, il y a beaucoup de risques. Il y a la transhumance précoce qui a même démarré dans certains pays comme le Niger et le Tchad, pour lequel on dit qu'il faut que nous anticipons pour qu'il n'y ait pas une crise pastorale. Et là, il y a des instruments qui sont déjà là, tels que les systèmes de facilitation de l'accès des animaux à l'aliment bétail et tout, etc. Les informations sur la disponibilité des points d'eau et des pâturages qui aident les populations à mieux s'orienter, etc. Et dans le pire des cas, quand la situation va commencer à se compliquer, là également on a des instruments comme des déstockages ciblés qui permettent aux éleveurs de ne pas perdre totalement leur cheptel, mais vraiment de déstocker dans le bon sens en ayant quand même un peu de revenus. En plus de ces mesures, le RPCA a réitéré son appel au renforcement de la synergie entre les organisations intergouvernementales de la région. La CEDEAO, l'UEMOA et le CILS sont également appelés à poursuivre l'appui aux États dans l'élaboration et la mise en œuvre des plans nationaux de réponse aux crises et à maintenir la veille permanente sur le marché régional afin de détecter à temps les signes de dysfonctionnement. Au niveau des magasins de stockage, la commission de l'UEMOA a déjà donné sa contribution en renforçant les capacités des États membres à sécuriser leur production. Donc les pays qui sont choisis pour abriter la réserve alimentaire régionale sont déjà dotés d'une certaine capacité qui les permettront de sécuriser les récoltes. Nous restons dans cette logique d'intégration entre les trois organisations principales, mais également avec les autres acteurs, notamment les institutions spécialisées en matière de recherche, en matière d'autres interventions, je vais dire, également avec, bien sûr, la société civile, également les organisations professionnelles agricoles. Donc l'effort est en train d'être fait et se maintiendra pour pouvoir conduire de manière conjointe et concertée l'ensemble des actions et de la politique au niveau régional. La réunion restreinte du RPCA a également examiné l'état de la formulation des priorités résilience pays. Il en ressort que 7 pays ont déjà validé ce processus alors qu'il est en cours de validation dans 5 pays et lancé dans 6 autres. Il s'est agi aussi de la mobilisation des parties prenantes dans ce processus qui s'inscrit dans le cadre de l'Alliance globale Agir, bâtie autour de l'objectif fin zéro à l'horizon 2030. Nous allons accompagner les pays à travers l'identification des sources de financement. Des sources de financement au niveau national et au niveau régional. Des tables rondes nationales et une table ronde régionale de mobilisation des bailleurs de fonds seront organisées pour que nous puissions avoir des sources de financement en mesure de mettre en œuvre les projets et programmes de résilience.
Vous savez, dans nos pays, et comme je l'ai dit, la résilience est en route depuis plusieurs années. Il y a de bonnes pratiques. Nous allons travailler à capitaliser ces bonnes pratiques, à faire en sorte qu'elles soient diffusées pour que tous les pays puissent en tirer le plus grand profit. Il y a des pays qui ont fini déjà le processus de formulation. Il leur reste la mise en œuvre. Dans ces pays-là, nous allons travailler à travers la veille citoyenne à l'atteinte des résultats, à la cohérence des actions avec les autres cadres de développement agricole, notamment avec les PNIA et autres processus en lien avec la sécurité alimentaire. Nous allons dans ces pays travailler à l'implication populaire dans la mise en œuvre, à travers la mobilisation citoyenne, à travers l'implication des médias et des communautés à la base. Il y a maintenant les pays qui n'ont pas fini le processus de formulation, qui sont à la phase du dialogue inclusif pour la formulation de ces pays, de ces priorités-là. Dans ces pays, nous allons également, comme on l'a déjà fait dans les autres pays, travailler à renforcer les capacités des acteurs de la société civile au niveau local pour que ces acteurs soient en mesure de participer efficacement au dialogue inclusif pays et que ces acteurs soient en mesure de porter les préoccupations des citoyens à la base dans la formulation des priorités de résilience pays. Outre la société civile et le secteur privé, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, dans le cadre du processus enclenché pour la transformation de l'agriculture, peuvent compter sur l'accompagnement de l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique. Cet engagement a été réitéré par le secrétaire général adjoint de l'institution qui a reçu une délégation du RPCA en marge de sa réunion restreinte. Les missions de l'OCDE vont au-delà des frontières des 44 pays membres de l'organisation. Nous avons revu à la hausse notre engagement avec les pays en développement. Nous avons des ressources, des capacités d'investissement importantes, des instruments et des pratiques qui peuvent être très bénéfiques aux pays africains. Le message principal, c'est que nous sommes ouverts au business avec l'Afrique et nous espérons augmenter notre engagement dans plusieurs secteurs en Afrique. C'est ma priorité en tant que secrétaire général adjoint de l'OCDE. Au regard de la situation alimentaire, le réseau de prévention des crises alimentaires recommande l'accélération de la mise en œuvre des programmes d'urgence et le renforcement de la surveillance, la prévention et la prise en charge de la malnutrition tout en agissant surtout sur ses causes structurelles. Par ailleurs, dans l'optique d'atténuer les impacts de l'insécurité civile sur la sécurité alimentaire des populations dans le bassin du lac Tchad et dans d'autres zones de conflit, le RPCA appelle les États et organisations régionales et leurs partenaires à mettre en œuvre des programmes intégrés de renforcement de la résilience des populations affectées.